Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode 8 de Good Manufacturing Podcast, le podcast qui extrait les bonnes idées de l'industrie pharmaceutique. Alors aujourd'hui, épisode particulier car une nouvelle fois, malheureusement, je ne vais pas faire de news. Même si j'aurais pu vous faire une petite rétro news et vous parler d'Emmanuel Charpentier, dont on avait parlé il y a quelques épisodes et qui a eu le prix Nobel de chimie pour la découverte de CRISPR, je préfère qu'on se concentre aujourd'hui sur le sujet. Alors avec moi comme d'habitude Arnaud. Arnaud, comment ça va ? Salut Paul-Adrien, ça va et toi ? Eh bien écoute, ça va parfaitement bien parce qu'aujourd'hui, ensemble, on va vous parler des déviations. Alors, si pour Arnaud, ce qui l'a fait rentrer dans le conseil, c'est le système documentaire, comme on l'avait dit au premier épisode, moi, c'est plutôt les déviations. Alors, j'en ai souffert, j'ai vu des gens en souffrir, des gens en souffrent toujours. Les gens souffrent partout. Pour moi, les déviations, c'est le point de bascule de tous les services qualité et même de production entre une bonne journée de travail et la pire journée possible. Elles sont dans nos campagnes, elles sont dans nos villes, les déviations. C'est aussi, quand on y réfléchit, quasiment la cause de tous les déchirements de conscience du qualiticien, pris entre les feux croisés, de la destruction du lot ou partie du lot pour régler facilement l'impact, de la volonté d'en savoir plus et d'améliorer le processus, et des objectifs de rendement et autres TRS qui planent sur les unités de production. Ouais, c'est bien dit. Alors pour introduire le sujet, et pour ceux qui voient pas trop de quoi je parle, j'ai écrit un court texte qui va vous raconter l'histoire d'une journée type du qualiticien en charge des déviations. Alors, allez, voici, ça va être marrant, voici comment ça se passe. Paul est responsable à QOP et il se voit confier jour après jour 1, 2, 3 ou 4 nouvelles déviations dans son portefeuille. Une litre de plus, un chiffre de plus dans le QMS. Il sait de toute façon qu'il sera en retard. Il ne traite plus que les déviations qui impactent les 2 ou 3 lots qu'il faut impérativement libérer aujourd'hui. D'ailleurs, ce matin, la supply vient de lui demander où en sont les lots A29 et A42. Le temps d'allumer le QMS, d'ouvrir le LIMS, réunir les dossiers et d'écrire le mail d'état des lieux. 1h30 s'est écoulée. Pour un des lots, ça sera simple. Les investigations sont presque terminées. Cependant, pour le A42, c'est une autre histoire. 3 déviations impactent ce lot et une n'est même pas encore commencée. Déjà 28 jours que la fabrication a eu lieu. Après 60 minutes à parcourir le dossier de l'eau, retrouver les annexes, consulter la gestion des paramètres environnementaux, appeler le Sécu, les contours du problème commencent à se dessiner. Il s'avère que seule une partie de l'eau est potentiellement impactée. Mais comme il a trop tardé à s'en rendre compte, le lot est déjà passé en conditionnement. 2 choix s'offrent alors à lui. Réaliser la traçabilité pour identifier le ou les cartons impactés ou faire détruire tout le lot. Il a déjà grillé cette cartouche la semaine dernière et ce lot est très attendu par le client. Paul, résigné, ouvre le RP, localise les palettes et les numéros de cartons impactés en croisant les infos avec les différents dossiers de lot. Après un mail bien étoffé pour expliquer à l'entrepôt pourquoi il doit sortir la palette 3 pour qu'il puisse aller retirer les cartons 35, 36 et 37 pour vérifier qu'ils sont bien impactés par le problème et les envoyer en destruction, il est déjà 12h30. Pas de pause déjeuner aujourd'hui, il y a encore du travail. Paul passe sa pause déjeuner à fixer la barre noire clignotante du document Word, encore intitulé document 1. Les informations se bousculent dans sa tête. Comment résumer son investigation ? Par où commencer ? Puis finalement il se lance, car il est déjà 13h à sa montre. Il exprime maladroitement ses conclusions en employant autant de jargon technique que possible. Plus ça a l'air compliqué, plus on pensera que c'est complet. Et si un spectateur tombe dessus, on pourra toujours noyer le poisson. 14h30. 14h30. Voilà, c'est fini. Description, impact, tout est OK. Maintenant, les causes. L'opérateur qui était sur l'eau et l'équipe et ne travaille pas cet après-midi. Arf. Bon, de toute façon, Paul se dit que tout s'est passé il y a 28 jours. C'est peu probable que qui que ce soit se rappelle de quelque chose. Allez, Paul passe sur le terrain rapidement, il aura peut-être une chance de trouver quelques infos. 16h, Paul revient à son bureau après avoir réglé un problème d'IPC non conforme au conditionnement, corrigé un calcul
corriger un calcul de NQA en compression et débrouiller une histoire de nettoyage non conforme en fabrication. Il n'a toujours pas plus d'idées que ça sur la cause. Pas le temps de traîner, il utilise le Joker. Erreur humaine doublée avec resensibilisation des opérateurs. Faut bien mettre quelque chose. Faut bien mettre quelque chose et il n'y a plus le temps. L'impact est correctement géré, il n'y a aucun risque pour le patient. Paul se promet intérieurement qu'il traitera le problème en profondeur la prochaine fois qu'il se représentera. 17h30, la déviation est bouclée. Reste plus qu'à signer les 3 autres investigations terminées en espérant qu'il n'y ait pas d'imprévu et on pourra libérer ces 2 lots, se dit Paul. 18h50, ça y est, les 2 lots sont libérés. C'est la supply qui va être content. Pendant ce temps-là, dans le bureau de la supply. Bon, pour demain, on attend impérativement les lots A30, A45, A46. Où ils en sont? Quoi? Bloqués par la Q? Bon allez, on envoie un message à Paul pour savoir ce qui bloque. J'espère qu'on pourra les avoir demain. Voilà, Paul, ça a été moi. J'ai certainement eu cette journée. Paul, c'est Paul Adrien en fait. J'ai certainement eu une journée comme celle-ci ou très ressemblante à celle-ci. Du coup, vous avez compris, il est extrêmement facile de tomber dans ce cercle un peu maléfique. Et encore, on n'a pas parlé de toutes les réunions à intervalles courts, de toutes les réunions générales. Enfin, la journée passe aussi vite que ça. Hein. Ouais, non, mais c'est vraiment exactement, franchement, super ton histoire. C'est mieux qu'une news, là. On s'est marré. Non, c'est tellement ça. Ouais. J'ai l'impression de. Si vous vous êtes reconnu, du terrain, quoi. Que vous avez reconnu, que vous reconnaissez un collègue ou un service, sachez quand même qu'il est possible de s'en sortir. Genre, ça a l'air désespérant comme ça, mais en vrai, on peut s'en sortir. Et avec Arnaud, on va vous donner quelques clés pour se sortir du trou. On va même faire l'autopsie d'une intervention qu'on pourrait faire sur un site qui est dans cette situation. Donc, si ça vous parle, je vous invite à partager ce podcast autour de vous pour qu'on arrive à sortir de cette situation parce que quand on a la vie, c'est franchement très, très, très déprimant. Ouais, non, mais c'est clair. Mais c'est vrai que tu disais à juste titre que le sujet qui m'a donné envie de faire du conseil, c'était la documentation, ce qu'on avait vu lors du premier épisode. Et pour autant, les déviations, c'est peut-être le sujet numéro 1 sur lequel, depuis que je fais du conseil, j'interviens en fait. Parce que c'est le sujet qui est le plus douloureux pour tout le monde, pour la libération, pour les gens. Enfin, et c'est vrai que c'est vraiment un sujet important, quoi. Hein. C'est le quotidien, c'est la vie de tous les jours, quoi. Alors, si t'es prêt, je te propose de passer directement au dossier. Eh ben allez, c'est parti. Hein. Donc, les déviations. Allez, c'est parti. Le starting block. Alors, la définition complète d'une déviation, on la trouve pas souvent. J'ai essayé donc d'en construire une. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais au moins ça donnera un petit point de départ. Donc, une déviation, c'est un écart imprévu d'une procédure ou d'un document écrit pendant une étape de fabrication ou de contrôle. Il peut aussi s'agir d'une non-conformité à des spécifications ou paramètres approuvés dans l'AMM ou toute défaillance de système relatif aux bonnes pratiques de fabrication. Intéressant. Je pense que ça résume bien, mais c'est vrai que, comme tu le dis, en fait, c'est vachement dur de trouver la définition d'une déviation dans la documentation. Que ce soit les BPF, même dans les BPF, mais globalement... Déjà, c'est un premier point, quoi. C'est vrai que la définition d'une déviation, moi, je me rappelle quand j'ai fait mes premières missions de conseil sur ce sujet-là, j'avais cherché des éléments là-dessus. Et autant je me rappelle, pour faire le parallèle avec le change control, j'avais trouvé beaucoup plus d'éléments. Autant sur les déviations, on ne trouvait rien. Alors, partons sur un site. Donc, on va faire un site un peu comme j'ai décrit dans l'histoire d'introduction, où il n'y a pas de pilotage de déviation, donc aucun moyen de savoir facilement, dit en moins de 5 minutes, combien il y a de déviations en cours par service, quel lot est impacté par quelle déviation, et quand la déviation doit être clôturée, que chaque personne traitant les déviations a sa propre méthode d'investigation, ou pas de méthode d'investigation du tout, et la documentation ne décrit aucune méthode d'investigation ni d'aide à la prise de décision, quelle que soit l'étape. Voilà, donc on arrive sur le site. D'après toi, Arnaud, par quoi il faut impérativement commencer ?
Bah, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied, mais moi, la première chose que je vais faire, déjà, je vais aller demander au responsable accueil opérationnel combien il y a de déviations en cours là, tout de suite, maintenant. Là. Et s'il n'a pas la réponse, et toi, t'es sympa, hein, 5 minutes, moi, c'est hop, je me lève, je vais voir un panneau, je sais quoi. Combien il y a de déviations en ce moment en cours? Ça, c'est la clé d'entrée pour savoir, bah, est-ce qu'on est vraiment, enfin, pas pour pouvoir évaluer si on est dans une situation compliquée ou pas. Et du coup, l'autre point, c'est, ok, tu sais combien il y en a maintenant à l'instant T, il y en avait combien hier? Et est-ce que cet encours, il est en train d'augmenter, il est stable ou il est en train de diminuer? Ça, c'est la première question que je vais poser. Parce que, en fait, pour faire simple, un encours qui augmente, donc l'encours, c'est une déviation qui est ouverte et qui n'est pas clôturée, elle est en cours. Et donc un encours, c'est la somme de toutes ces déviations. Et si ton encours, il augmente, très clairement, tu es en train de dériver, mais complètement. Et donc petit à petit, tu glisses de plus en plus dans l'histoire que tu as racontée. Très clairement, quand tu es dans un encours qui augmente, tu vas forcément te retrouver de plus en plus à investiguer tes déviations à la dernière minute et de la même manière, et tu es dans le cercle vicieux. Si l'encours il est stable, bah là du coup ça veut dire que c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels si je prends encore toujours ton histoire et le contexte que tu m'as décrit, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres sujets qui sont mis de côté et qu'on arrive à stabiliser l'encours à la force de beaucoup d'efforts. Et si l'encours il est en train de diminuer, en règle générale, c'est plutôt bon signe. Donc, pour moi, c'est potentiellement, il y a pas de risque réel. Et en fait, tout le monde suit le délai de clôture des déviations, etc. Mais à partir du moment où tu commences à diminuer ton encours, ton délai il diminue. C'est mathématique, c'est la mécanique des fluides. Si tu diminues l'encours dans ton tuyau, le débit accélère et donc le délai diminue, quoi. Est-ce que du coup tu pourrais pas diminuer ton encours en relevant ta barre, c'est-à-dire que là tu ne traites plus les problèmes les plus insignifiants, enfin ceux qui ont le moins d'importance, et du coup tu te concentres, tu ne finis par ouvrir que des déviations de plus en plus critiques en laissant tomber les déviations les plus mineures. Alors c'est une bonne question que tu poses là tout de suite, mais j'aimerais bien qu'on y revienne un peu après. Parce que en fait, avant déjà de décider de comment tu vas diminuer ton encours, bah déjà, en fait, il faut comprendre ce qu'il y a dans ton encours. Parce que si tu me dis j'ai 30 déviations, c'est bien, mais t'en as 30 qui ont 2 jours, t'en as 30 qui ont 30 jours, t'en as combien qui sont vieilles, combien qui sont jeunes, elles sont à quelle étape, etc. Donc c'est pas suffisant de juste savoir l'encours. Moi, quand je te dis, la première question que je vais aller poser, c'est quel est l'encours, c'est parce que si la personne en face de moi, elle est pas capable de me répondre rapidement, déjà je sais qu'il y a un problème. Ça veut dire que le système, il est pas piloté. Et ensuite, une fois... Comment ? Ça peut être un test pratique pour ceux qui nous écoutent, pour Exactement. voir un peu... Et après, donc la deuxième question, c'est ok, c'est bien. Si la personne elle est capable de me répondre rapidement, c'est ok, c'est bien. Et après, est-ce que cet encours il est en train d'augmenter? Est-ce que en gros de mois en mois ça augmente ou est-ce que ça stable ou est-ce que ça diminue? Parce que peut-être qu'il y a effectivement un minimum de suivi où on sait quel est l'encours à l'instant T, mais est-ce qu'on a suivi l'évolution pour pouvoir voir justement cette diminution, etc. Et l'étape d'après, c'est ok, maintenant comment il est composé cet encours? Combien on a de déviations à quelle étape et à quel âge? Parce que tout ça, ça va nous permettre d'identifier justement. En gros, quand tu arrives sur un site comme ça, tu peux être sûr qu'il y a un certain nombre de déviations qui sont vieilles, qui te polluent. Et si tu veux diminuer ton encours, il va falloir que tu fasses des actions coup de poing pour remettre la situation à niveau
sans te préoccuper tout de suite de savoir c'est critique, c'est majeur, j'investigue moins ou plus, je mets en place une technique d'investigation plus efficace. La première chose à aller faire, c'est d'aller faire une action coup de poing pour s'attaquer à ce backlog de déviation. Et donc, en fait, une fois que visuellement, tu sais où sont les déviations, à quel endroit, tu vas pouvoir identifier des paquets de déviations et puis tu vas pouvoir traiter des déviations en paquets, quoi. Ouais, typiquement, il y a un sac de déviations qui ont entre 90 et 200 jours. Et c'est là, celles qui sont rattachées pas du tout à des lots, qu'on a complètement oublié parce que justement, elles sont pas rattachées à des lots. Ouais. Non, mais c'est clair. Mais du coup, tu fais des actions là-dessus. Et en plus, tu prends l'exemple extrême. Mais bon, exemple extrême que l'on retrouve quand même assez régulièrement. Voilà, déviation de 90 jours, de 130 jours. Elles n'ont pas été investiguées. En fait, c'est dur à dire. C'est violent ce que je vais dire, mais bah voilà, c'est comme ça. Faut regarder la réalité en face. C'est pas maintenant que vous allez trouver une cause. Et s'il y a eu des impacts, c'est trop tard. Donc, va falloir y aller sur ce genre de déviation. Va pas falloir y aller avec le bistouri, va falloir y aller avec la hache et la machette et tchac, on coupe dans le gros, quoi. Et tant pis. et oui, bien sûr, c'est dur pour un qualiticien de s'entendre dire ça, mais oui, si ces déviations-là, elles sortent en inspection, oui, vous allez vous faire taper sur les doigts. Mais c'est pas maintenant, quand t'as une déviation qui a 90 jours et que t'as pas commencé, que tu vas changer la donne. Enfin, c'est pas de toute manière, tu te feras taper sur les doigts. Donc voilà. Donc autant se dire, ok, je dis pas que tu tires un trait parce qu'il faut quand même y aller avec la hache et la machette. Quand même, ouais. Mais il faut accepter de se dire que celles-là, elles sont de toute manière moins bien traitées. Et c'est le prix à payer, sauf si le site est prêt à investir des milliers et des milliers et des milliers d'euros dans de la main-d'œuvre type consultant qui vont venir faire des investigations. Mais en tout cas, c'est un prix à payer pour pouvoir mettre en place une méthode plus efficace, quelque chose qui va rouler beaucoup plus, etc. Ça, c'est un prix à payer important. Cela dit, même si le site va investir des milliers et des milliers d'euros dans de la manœuvre type consultant, s'il n'y a pas une méthode de pilotage en cours, c'est sûr à 100% que tu vas retourner exactement comme ça dans 6 mois. Non, mais ça, ouais, ça c'est clair. Non, parce que moi là, j'ai effectivement, à un moment donné, quand on a fait identifier quel est l'encours, quelle est l'évolution de l'encours, quel est le détail de cet encours, on a identifié les packs, on commence à mettre des actions coup de poing. Si on n'a pas mis en place, en parallèle de ces actions coup de poing, un système de pilotage visuel, touché, qu'on met sur un tableau au mur, où on vient toucher les choses pour les faire bouger, etc. Moi, je parle pas d'un système de pilotage dans un fichier Excel. Ouais, quelque chose où tout le monde peut venir voir à n'importe quel moment. On passe devant, on voit. Si on n'a pas mis ça, où on suit tous les jours l'évolution de l'encours, de où sont les déviations, et si on le pilote pas tous les jours, bah, comme tu dis, une fois qu'on aura fait notre action, en fait, on va se retrouver, on va revenir. Ah bah mince, il y en a à nouveau des gros paquets qui sont arrivés et en fait, on fait que des actions coup de poing, action coup de poing, action coup de poing. Donc oui, une fois que tu as commencé à faire ton action coup de poing, enfin, ou en parallèle de lancer l'action coup de poing, tu mets en place ton pilotage visuel. Et là, tu vas commencer à te rendre compte au début, c'est un peu difficile d'ailleurs parce que tu te rends compte que tu n'arrives pas à tenir les entre guillemets les délais que tu t'es fixés pour chaque étape pour bien investiguer dans les fameux 30 jours. Je sais pas si on va débattre aujourd'hui de ces fameux 30 jours, mais bon, malgré tout, nous, quand on met en place un pilotage visuel, moi, je pars de ces 30 jours parce que c'est devenu la norme. Et donc, on arrive petit à petit à passer les jalons du process au bon moment pour tenir les 30 jours. Mais ça prend du temps. Et en parallèle, tant qu'on n'a pas tué le backlog, qu'on n'a pas fait ces actions coup de poing, et si on pilote pas le rentrant tout de suite, en fait, on n'arrivera pas à
passer la première vague. On est en plein... Là, on va prendre l'analogie du coronavirus. Non, mais ceci dit, oui, c'est passer la première vague, quoi. La première vague, c'est le backlog ou la première colline, en fait. La première montagne. Et une fois qu'on a passé cette première montagne, derrière, il y a une autre montagne qui est, OK, maintenant, j'ai plus de backlog ou plus de gros tas de backlog. J'en ai encore de temps en temps qui passent en backlog, mais par contre, je suis toujours un peu en train de courir, de m'essouffler pour essayer de pas être en backlog. Et puis, du coup, des fois, j'ai l'impression de me tordre un peu le bras pour prendre des décisions un peu trop rapidement. Je suis pas trop à l'aise. Et ben, comment je fais maintenant pour que, en fait, tout ça, ça commence à devenir quelque chose, une mécanique beaucoup plus huilée et qui fonctionne mieux, quoi. Et là, tu vas pouvoir t'attaquer à ta colline d'après. Donc, on récapitule. On regarde sous le capot. On regarde où sont les déviations, quel type de déviation on a. On tue le backlog, on clarifie le paysage. On met en place un pilotage quotidien des déviations. Quotidien, à mon avis, ça c'est une information. Visuel, quotidien, physique. Visuel, pas dans un fichier Excel. Physique. Voilà. Et là, du coup, on va commencer à pouvoir voir ce qui entre et le temps qu'on met réellement à clôturer et quel lot est impacté, pouvoir voir vraiment ce qu'on fait quotidiennement, mesurer notre performance. Donc ça, c'est la première étape pour le pilotage, c'est ça ? C'est ça. Alors, plusieurs points quand même avant de passer effectivement aux autres étapes sur ce pilotage. Le pilotage dont je vous ai parlé dans le cours, je t'ai parlé dans le cours, à aucun moment je parle de deadline. C'est-à-dire que, et j'ai pas peur d'utiliser ce nombre-là, je pense qu'aujourd'hui 100% des sites pharmaceutiques pilotent les déviations avec une deadline. Je dois clôturer ma déviation pour tel jour. Et donc je regarde tel jour, et non pas depuis quand est-ce que ma déviation elle est ouverte, quel âge elle a et à quelle étape elle est. Moi, personnellement, je m'en fous, mais complètement de savoir pour quand est-ce que je dois clôturer la déviation. Il y a une déviation, elle a 1 jour, elle a 2 jours, elle a 3 jours, elle a 4 jours. Elle est à quelle étape ? Tiens, elle a 4 jours, elle est à l'étape de recherche des causes, donc on est plutôt pas mal. Ou tiens, elle a 4 jours et on n'a toujours pas évalué si c'est une déviation ou pas. Là, il y a un problème. Voilà, ça change tout parce que quand on commence à penser comme ça, petit à petit, en fait, les deadlines, on va les tenir sans problème. Alors que quand on pense deadline, bon, bah c'est le syndrome de l'étudiant. Bon, allez, c'est bon, elle est pour le 30 novembre, on est le 25, c'est bon, j'ai encore 5 jours. Et puis on se réveille le 28 et en fait, on se rend compte que, waouh, mais en fait, elle est vachement plus compliquée, j'ai besoin de 10 jours pour le faire. Ouais. Donc, les deadlines, le pilotage, et c'est pour ça que le pilotage visuel, où on bouge les déviations tous les jours, où on voit alors c'est difficile au travers d'un podcast, mais je crois que j'ai une vidéo sur la chaîne YouTube qui présente un peu ça, mais où on voit les déviations qui se déplacent avec je suis dans le vert, je suis dans le jaune, je suis dans le rouge. Quand on a ça, bah là on va pouvoir passer à autre chose que je pense au deadline. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut fractionner la vie de la déviation en petites étapes, ces jalons qu'il faut respecter pour que la déviation puisse s'investiguer à un rythme convenable. Ouais, mais toujours sans regarder des deadlines de jalons, mais plutôt en regardant l'âge. Depuis quand est-ce que la déviation elle est ouverte ? Depuis le jour de son ouverture. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en 2 jours, tu es censé avoir fini ça. Donc si en 2 jours, tu n'as pas fini ça, il faut se poser la question et aller donner un petit coup de pied dans la fourmilière pour faire avancer. Ouais, enfin c'est même avant quoi. C'est en fait et c'est pour ça quand tu commences à regarder plutôt par l'âge, tu vas pas t'inquiéter de savoir pour quand est-ce que tu dois avoir fini, mais c'est ok là. Est-ce que c'est commencé ? On en est à cette étape. Est-ce qu'il y a quelque chose de commencé ? Voilà. Et du coup, est-ce que c'est commencé ? Bon, bah très bien. Et là, ok, maintenant, on a avancé. Où on en est, etc. Donc, quand on est en deadline, on n'a pas cette démarche de se poser la question de est-ce que c'est commencé ? Non pas 2 jours avant, mais 10 jours avant, 20 jours avant. Enfin, tu vois.
Et en fait, l'intérêt de ne plus piloter par la deadline, mais plutôt par l'âge depuis ouverture. C'est quoi l'intérêt de faire comme ça ? Eh ben, c'est pour éviter de se retrouver dans la situation où tu commences à investiguer ta déviation, je sais pas, 5 jours avant la clôture, et que tu te rends compte que, en fait, la déviation, elle est plus complexe que ce que tu pensais à investiguer. En fait, il te manque des données, en fait, et du coup, bah, tu dépasses les 30 jours. Tout simplement. C'est vraiment pour éviter ce phénomène-là. De ne pas se faire surprendre par la charge de Par travail. la complexité de l'investigation à la dernière minute. Ouais. Ok. Plus tôt tu commences à investiguer, donc en pilotant par l'âge, plus tôt tu commences à investiguer, plus tôt tu vas savoir si ça va être une déviation complexe, et donc plus tôt tu vas pouvoir te préparer et tu vois mettre en place ce qu'il faut pour ne pas dériver et partager ça au point de pilotage, justement. Très bien, très bien. Donc, une fois qu'on a mis ce point de pilotage qui sert justement à pas se faire surprendre. Et aussi à échanger, du coup. Pardon, je te coupe. Non, pas de problème. Je disais, tu vas partager justement au point de pilotage et comme ça, tout le monde va prendre conscience, parce qu'aujourd'hui, sur les sites, tu as déviation. Alors, il y a encore des sites qui n'ont pas de QMS, mais on va partir du principe que la majorité en ont. Donc, ta déviation, elle est ouverte dans le QMS. À part le gars qui investigue, personne ne s'intéresse à ça. Hein. Personne ne s'intéresse aux déviations. Tant que ça n'arrive pas chez eux avec un petit mail pour dire « Tining, il y a une déviation à approuver » ou « Tining, on a besoin de votre collaboration dans cette déviation ». Et si la personne prend le temps de lire son mail au milieu de ses 300 mails par jour, là, elle va s'intéresser à la déviation. Mais sinon, avec le QMS, personne ne s'intéresse aux déviations en cours. Donc c'est aussi ça l'intérêt du pilotage, et du pilotage visuel, physique, etc. Et qui on mettrait à ce point de pilotage aussi ? Parce que tu dis il faut partager, donc dans l'idéal, qui doit participer à ce point de pilotage ? Ça dépend vachement de l'organisation du site, mais par principe, l'investigateur ou les investigateurs, l'AQ qui va approuver, et voilà, grosso modo, par principe, c'est ça. Hein. Et la production, enfin du coup, par exemple. Oui, alors pardon, oui, je partais du principe que les investigateurs étaient en production, mais oui, du coup, si les investigateurs sont pas de prod, la production, oui. D'accord. Est-ce que on a tout dit pour le point de pilotage ? Non, on n'a pas tout dit, mais de toute façon, je pense, mais en tout cas, on essaie d'avancer un petit peu. Oui, pardon, oui. En tout cas, ce qui est sûr, par rapport à ce que je disais juste avant, là, le QMS, c'est un outil de traçabilité et clairement pas de pilotage et de suivi. Ça, faut se le mettre en tête. C'est pour la traçabilité. C'est très bien pour la traçabilité, pour enregistrer tout ce qu'on fait, mais pas pour suivre et piloter. Et d'ailleurs, l'effet pervers du QMS, c'est qu'on ne peut plus perdre les informations. Donc, les vieilles déviations de 900 jours qui peuvent arriver, 900 elles sont toujours là. Ça fait 3 ans, hein, tu sais, ça arrive. Ah, putain. C'est le truc qui sont ouverts par attaché à un lot, perdu. Et puis, justement, vu que c'est noyé dans l'ensemble des informations, quand on fait une extraction complète du portefeuille, on retrouve, oh là là, elle a été ouverte en 2017. Ouais. Et justement, c'est ça le revers de la médaille du QMS, c'est qu'il ne perd pas la mémoire comparé au fichier Excel qu'on pouvait, d'une année sur l'autre, perdre une partie des informations. Là, du coup, c'est fini, ça. Ouais, complètement. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer notre performance quand on voit justement qu'on dépasse systématiquement nos délais, donc que nos déviations deviennent de plus en plus vieilles sans qu'il y ait toujours rien de fait dessus. Comment est-ce qu'on peut arriver à améliorer tout ça ? Alors, si je peux me permettre, je pense que ta question, elle est mal posée, puisque la réponse à ta question, c'est le pilotage. Désolé. Non, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que des déviations ne soient pas commencées à être investiguées plusieurs jours après leur ouverture ? Ça, c'est le pilotage. Par contre, quand tu commences à piloter, il y a un phénomène qui va se passer. C'est que tu vas peut-être commencer plutôt à investiguer, mais si tu pars de travers dès le début, tu passeras toujours plus de 30 jours à investiguer, en fait.
Et c'est plutôt comment est-ce que tu fais pour bien partir dès le début. Si je peux me permettre de reformuler ta question, bien partir pour pouvoir gagner en efficacité sur tout le reste de ton investigation et donc de pouvoir avoir des délais plus courts et des causes mieux identifiées. Je peux me permettre de requalifier la question dans ce sens? Allons-y. Bon, alors, c'est pas téléguidé du tout, hein, mais la première chose, avant même de se poser la question de comment est-ce que je vais investiguer, donc pour les investigateurs, la première chose, c'est la collecte des données au moment où c'est produit, où on a constaté la déviation. C'est le QQOQ-CCP. Je vais le redire, le QQOQ-CCP. C'est l'outil, je pense, le plus critique de tout le process. Un formulaire donc de collecte de données sous forme de QQOQ-CCP. Voilà, donc pour quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi, hein. Je pense que tout le monde connaît, mais ceci dit, après, la forme qu'il a, c'est un formulaire électronique, c'est un formulaire directement dans le QMS, c'est un formulaire papier, à la limite, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que les personnes qui détectent, voient les déviations, et donc, pour faire simple, les opérateurs, ou accompagnés de leur chef d'équipe, soient capables de récolter et au travers de ce formulaire les bonnes informations et correctement. Et ça, oulala, on en est loin. Oulala, on en est loin. Alors, on en est loin, mais ce qui est le plus fou, en fait, c'est que on peut pas attendre des opérateurs de bien collecter avec un QQOQ-CCP quand on voit des fois, et même assez souvent, des managers ou des qualiticiens pas capable de challenger le QQOQ-CCP. Et moi, à chaque fois que j'arrive sur un site, je suis effaré, si je peux dire, ouais. par la difficulté qu'on a à comprendre le quoi, mais juste le quoi du QQOQ-CCP, où les gens, ça devient tout de suite n'importe quoi, en fait. Et donc, la première étape, moi, que je ferai une fois qu'on a commencé à rattraper le retard, le pilotage, etc., si c'est pas déjà fait, si c'est pas déjà en place, et si c'est pas déjà bien fait, c'est mettre en place un formulaire de collecte des QQOQ-CCP et accompagner le terrain à collecter. Dans le remplissage. Et c'est pas... tenez, je vous donne un formulaire QQOQ-CCP, maintenant vous collectez comme ça, et puis quand je reçois le formulaire, je fais « Oh là là, c'est mal rempli ». Non, c'est hop, on met ses chaussures de sécurité, sa blouse, et on va voir le gars et on lui explique. Alors là, tu vois, en fait, le type d'information dont j'ai besoin, c'est ça. Et pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que ça soit au bon niveau, on va sur le terrain. Et quand vous allez voir un peu plus tard, en tout cas quand on déroule la méthode d'investigation, de toute manière, on va aller sur le terrain quand même. Et donc, quand on le fait pour le QQOQ-CCP, pour accompagner le terrain à faire un meilleur QQOQ-CCP, c'est l'occasion d'aller récolter d'autres données. Et au plus vite, donc au plus près de l'événement, pour perdre le moins d'informations possible. T'as bien fait de le rappeler, c'est très important. Le QQOQ-CCP, de toute façon, il doit être renseigné immédiatement quand on a une déviation. Alors, je sais que des fois, c'est compliqué dans des process qu'on peut pas arrêter. Et souvent, on fait l'analogie avec l'automobile où dès qu'il y a un problème, tac, on arrête la ligne et tant qu'il est pas réglé, on démarre pas. Bon, bah, dans la pharma, quand on est en train de faire un mélange, si on arrête la ligne, après, on fout le mélange à la poubelle. Donc, ça marche pas. Mais ceci dit, au plus proche du moment où on a détecté l'événement, il faut collecter les infos avec le QQOQ-CCP. Et dans ce cas-là, si c'est un truc qu'on peut pas arrêter ou l'opérateur il peut pas le voir, il a un chef d'équipe, il appelle son chef d'équipe, le chef d'équipe vient faire le QQOQ-CCP, mais au plus proche. Et si il est mal renseigné sur QQOQ-CCP et que l'investigateur ou le qualiticien, enfin ça dépend de l'organisation, s'en rend compte parce que les QQOQ-CCP ils remontent tous les jours au point de pilotage, et ben c'est pas dans 2 jours ou dans 3 jours que je retourne sur le terrain voir le gars, c'est tout de suite après le point de pilotage. Et du coup, il faut pas avoir
peur de faire preuve un peu d'humilité et de se poser la question quand on est un investigateur, de savoir de vraiment prendre ce temps, de se poser la question qu'est-ce que j'ai besoin au plus proche pour faire mon investigation, pour mon assessment de la déviation. Qu'est-ce que j'ai besoin moi et comment dans le monde idéal quelles informations arriveraient à moi. Et donc, c'est cette formation qu'il va falloir transmettre à toutes les personnes qui vont collecter des données. Et ça, c'est un transmettre, long travail. c'est par de l'accompagnement, quoi. Enfin, faut vraiment aller les voir. Ça se fait pas depuis le bureau, ça. À se plaindre, je vais être un peu dur, mais à se plaindre que le QQOQCP, il est pas bien dans son bureau, non, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Outil nerf de la guerre pour optimiser son temps d'investigation, c'est la collecte des données avec le formulaire, essentiel, quoi. Complètement. Donc ensuite, ces formulaires, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'ils sont remplis correctement? Ces formulaires, ils remontent au point de pilotage. Donc, s'ils sont bien remplis, s'ils sont donc quotidiennement, compréhensibles. Alors. Oui, quotidiennement, bien sûr, oui, quotidiennement. Parce que le point de pilotage, je le rappelle, se fait tous les jours. Et le premier point qu'on aborde au point de pilotage, c'est quels sont les nouveaux événements depuis la veille. On parle pas encore de déviation. Mais quotidiennement, ces QQOQCP, ils remontent au point de pilotage. Alors, il y a des jours où, surprise, il n'y a pas de QQOQCP, c'est très bien. Puis il y a des jours où on en a 5, bref, bon, ok. Et 5, c'est beaucoup, mais à aborder pendant le point de pilotage, mais ok. Mais en moyenne, globalement, on s'en sort. Et donc, on va regarder ces QQOQCP et ceux qui sont complets et compréhensibles. Et ben, la première chose à faire, c'est se poser la question, ok, cet événement-là qui a été collecté par le terrain, est-ce que c'est une déviation ou est-ce que ça n'en est pas une ? Et là, on va pouvoir utiliser un filtre, un arbre décisionnel, un outil, ça dépend des sites. Alors nous, moi j'en ai déployé un certain nombre, souvent sous arbre décisionnel, dernièrement sous forme de matrice. Bref, mais sur la base de plusieurs critères, se poser des questions guidées pour dire c'est une déviation, c'est pas une déviation. Et attention, là, on est en train de le faire au point de pilotage. Donc, il y a plusieurs personnes. C'est une décision collégiale. Même si, au final, c'est la qualité qui va emporter le morceau, si je peux dire comme ça, parce que c'est sa responsabilité. Mais ça reste une discussion collégiale. Alors que quand on dit ce filtre, on le met en place auprès des opérateurs où il y a une personne toute seule dans son bureau qui va décider, là, en fait, on se rend compte qu'en fonction de la personne qui décide, le curseur, il est pas au même niveau. Et quand c'est une décision collégiale, le curseur, il est beaucoup plus homogène d'une décision à l'autre. Ouais, la décision de groupe est toujours plus efficace que la décision seule, de toute façon. Alors, plus efficace, ça dépend dans quel sens tu l'entends. Une décision seule, souvent, tu peux la prendre plus rapidement. Mais je sais pas si elle sera meilleure. Par contre, une décision de groupe, effectivement, des fois, ça fait du débat. Mais en tout cas, en moyenne, sur l'année, t'as des prises de décision plus homogènes que quand c'est des personnes seules dans leur bureau et que c'est plusieurs personnes seules dans leur bureau, quoi. Donc pour construire un arbre déviation pas déviation, on rappelle un petit peu sur quoi on rappelle quand même sur quoi on se base. Bah ça dépend vachement des produits mais en fait on va regarder plutôt l'aspect sécurité, efficacité, qualité, mais avec des questions très concrètes. Faut pas rester les filtres, l'événement a un impact potentiel sur la qualité. Autant pas faire de filtre, quoi. C'est pas assez concret. Non, du coup, on rentre dans des questions très concrètes et assez simples. De toute façon, donc c'est ça, il faut quand même toujours avoir bien en tête sécurité, efficacité et qualité, mais par contre, pour en faire un bon filtre, il faut en faire. Donc on essaye un premier, on va se rendre compte qu'il va pas, on va le changer, etc., etc., etc. Et vu que de toute façon, il y a ce point de pilotage quotidien, et ben des filtres, on va pouvoir en essayer un paquet et tout le monde va avoir un peu son mot à dire sur le filtre, etc. Mais au final, ensemble, vous allez pouvoir construire un filtre bien, quoi. Ouais, et puis en fait, c'est aussi ça l'avantage du point de pilotage collégial, c'est qu'effectivement, si ton filtre il est pas bien la première version de ton filtre, en fait, collégialement, s'il y a pas trop de personnes qui ont des
des esprits trop procéduriers, on va pouvoir se dire ouais non mais attends là ok il faut qu'on revoie le filtre mais du coup non ou oui c'est une déviation. Enfin tu vois on peut avoir ce jeu là. Et donc oui c'est aussi pour ça que c'est bien d'être collégial quoi. Décision de groupe. Bon, ensuite, une fois qu'on a décidé que notre événement est bien une déviation, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, je pense que c'est un bon moment pour se poser la question de la criticité. La criticité de la déviation. Donc là, on va pouvoir utiliser... J'ai utilisé plusieurs outils, moi, dans les années précédentes. Je pense que le meilleur outil pour évaluer la criticité, ça reste la bonne vieille matrice gravité, occurrence détectabilité. Donc on évalue la gravité. Mais alors la gravité de quoi ? Je vais revenir dessus. Et on regarde la gravité, l'occurrence et de la détectabilité. Tu vas pouvoir définir c'est une mineure, une majeure, une critique. Mais la gravité de quoi ? Ça, c'est le truc qui est toujours assez intéressant. En fait, une déviation, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on l'ouvre ? Parce que c'est un danger qui a un risque potentiel sur le produit. Et si ce risque est avéré, ça veut dire que ça a un impact sur le produit. Et donc, en fait, moi, ce que je préconise, parce qu'au moment de l'ouverture de la déviation, on n'a pas tout de suite l'impact. Et là, il y a des différents cas de figure selon les sites. Mais au moins, d'expliciter quel est le danger de la déviation et donc quel est son risque. Le risque, c'est à la fois sa gravité, sa probabilité de se produire. Et à partir de là, on va pouvoir appliquer la matrice au minimum sur le risque explicité. Pas juste, il y a un risque potentiel sur le produit. Non, le risque, c'est qu'il y ait une contamination avec ça et ça et ça dans le produit. Ça, c'est un risque explicité. Il y a un risque potentiel dans le produit, c'est pas un risque explicité. Et donc, on va se planter dans tous les cas pour... Pardon ? Si on dit qu'il y a un risque potentiel sur le produit, c'est sûr dans tous les cas qu'on va se planter pour évaluer la gravité. Pour évaluer la criticité, ouais. Et du coup, donc là, ça c'est le cas où on évalue la criticité très rapidement. Dans d'autres cas où on se laisse plus de temps, on peut évaluer la criticité par rapport à l'impact, c'est-à-dire que au moment de la découverte du QQCP, la Q va dire ok les gars, moi j'ai besoin de telle info pour pouvoir jauger le risque, voir si le risque dont on est en train de parler a eu un impact sur le lot, et ça peut prendre une semaine pour collecter tout ça, et en fonction de ce qu'on a collecté, voir s'il y a eu un vrai impact, ou même des fois au bout d'une semaine on est toujours un peu dans le flou, donc là on parlera du risque, ou alors il n'y a pas d'impact, et dans ce cas-là la gravité va être beaucoup moindre. Et donc à partir de là on va pouvoir avoir la gravité soit du risque soit de l'impact, et en fonction de l'occurrence, donc combien de fois ce même type d'événement s'est produit dans une période donnée, et la détectabilité, est-ce que c'est détecté par un moyen de contrôle en place, est-ce que c'est détecté par hasard, etc. Et ressortir ça, la catégorisation mineur, majeur, critique. Donc avoir un bon outil pratique et relativement complet, ça permet quoi ? Ça permet d'homogénéiser encore une fois la prise de décision sur la criticité. Ça permet de prendre aussi des décisions plus objectives aussi, d'objectiver les décisions. Et ça permet aussi de guider les personnes. Et je prends l'exemple, tu vois, l'occurrence... il faut bien définir en fait ces critères, parce que là on reste vague, gravité, occurrence, détectabilité, mais derrière il faut bien définir plusieurs types, et je prends l'occurrence. Est-ce que un événement qui se produit sur un lot d'un produit qu'on fait tous les 2 ans, est-ce que on peut considérer qu'il est récurrent s'il s'est produit qu'une fois sur l'année en cours, alors que d'autres c'est 3 fois sur l'année en cours?
Donc le critère qu'on met derrière l'occurrence, comme derrière la gravité ou la détectabilité, ils sont importants, quoi. Et ça permet, une fois qu'on a des bons critères bien définis, de guider les gens. Et c'est beaucoup plus simple après pour pouvoir définir la criticité des déviations. Et alors, avoir une bonne criticité, ça sert à quoi? Alors ça, c'est une bonne question que tu poses parce qu'en fait, franchement, sur les sites, des fois, on se demande pourquoi est-ce que vous évaluez la criticité de vos déviations? Parce que que ce soit, non, mais c'est vrai, parce que ce soit des mineurs, des majeurs ou des critiques, tu vois aucune différence dans le traitement, tu vois, dans l'investigation, etc. Alors si, quand tu es un site qui fabrique pour des clients, tu vas avoir la jauge de les majeurs et les critiques, on les communique à nos clients, les mineurs, non. Ok. Mais dans le traitement, derrière, il y a zéro différence. Non, pour moi, et j'en suis persuadé, la criticité, le niveau de criticité va définir le niveau de profondeur d'investigation. Une critique doit aller s'investiguer beaucoup plus loin qu'une mineure. Une mineure, donc quelque chose qui, on va dire, a peu de gravité, se produit pour la première fois et on est sûr de détecter qu'il se produit à nouveau, on peut se permettre d'aller investiguer un peu moins loin, que le problème revienne peut-être parce qu'on n'a pas mis une bonne capa, etc. C'est pas grave. Et puis si le problème il revient trop, ça va basculer en occurrence et donc là, on va commencer à investiguer plus loin. Mais on peut accepter que certains problèmes reviennent pour pouvoir avoir plus d'énergie, plus de force pour aller investiguer les critiques et les majeurs. Et quand tu fais le lien avec ça et le pilotage et notre discussion de tout à l'heure, là, tu vas commencer justement à pouvoir sortir 70% de tes déviations, les mineurs, 80% même, tes mineurs, en 10 jours. Et donc là, tu vas alléger ton encours et là, tu vas avoir un huilage qui marche beaucoup mieux. Et concentrer tes efforts sur ce qui est important. Voilà. Et ça, alors il y a un truc quand même, j'aimerais bien partager avec toi. Souvent, quand on me parle de déviation, j'entends cette notion il y a des causes évidentes. Et on me dit, ouais, mais c'est pas vrai, parce que des critiques, des fois, les causes, elles sont évidentes, donc on n'a pas besoin d'investiguer plus loin. C'est pas vrai. Ouais. Je suis pas d'accord. C'est même les causes évidentes, derrière, on peut toujours, franchement, même avec la technique d'investigation qu'on a développée, élémentaire, où on coach des gens, même les critiques, on pourrait encore aller plus loin. On peut toujours aller plus loin. Toujours. Et ça sert à quoi d'aller plus loin alors ? Il y a un moment où on s'arrête parce que après, il y a un moment où on a un niveau où on peut mettre des actions en place qui sont pertinentes. Mais la cause évidente, c'est pas vrai. Et ça sert à quoi ? Ça sert à aller chercher la racine vraiment du problème. Si on parle de cause racine, c'est pas pour rien. Si on me dit que la cause évidente, c'est je prends l'exemple de tout à l'heure, c'est l'erreur humaine. Mais non, je suis désolé. Pourquoi est-ce qu'il a fait l'erreur ? Il y a un problème d'organisation. Ils sont pas assez, ils sont trop. Il y a trop de documents, il sait pas. Il y a toujours quelque chose à aller chercher. Donc moi, les causes évidentes, je ne veux pas en entendre parler, quoi. Je n'y crois pas du tout. Par contre, je veux bien entendre de dire oui, mais sur les mineurs, on décide d'aller investiguer moins loin parce que d'une manière, c'est quelque chose qui est moins grave, qui se produit peu et qu'on est sûr de détecter. Ça, du coup, ça vaut pas le coup de passer je sais pas combien d'heures à faire une investigation profonde, exactement, etc. Parce que si jamais elle revient, elle passera avec une criticité plus forte et là, du coup, on fera plus d'investigation dessus. Mais si elle revient pas, il y a de toute façon pas de danger. Exactement. On passe, quoi. Exactement. Et après, il y a un autre point qui est clé quand même dans l'investigation. Du coup, une fois qu'on a dit ça, la profondeur. Moi, ce que je vois aussi souvent sur les sites, c'est qu'en fait, les investigateurs, on les forme à des outils dans tous les sens. Le 5M, le 5 pourquoi, l'arbre des causes, etc., 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 etc. Ils ont une palanquée d'outils. Et puis quand ils sont en face d'une déviation, ils savent jamais par quoi commencer, comment commencer. Ils sont perdus, ils sont paumés, quoi. La barre noire clignotante du document Word 1. Non, mais exactement. T'es là, tu fais, mais par quoi je commence ? Et ça, je pense que c'est une clé vraiment de réussite. C'est de se structurer une démarche d'investigation
qui soit toujours la même. Et du coup, comme ça, on peut rendre ça homogène d'un investigateur à l'autre. Donc, pour l'approbateur, c'est plus simple parce que ça soit Pierre, Paul ou Jacques, quand il reçoit l'investigation, il a une démarche qui est similaire. Du coup, il rentre plus facilement dans l'investigation, etc. Donc, c'est bien pour l'approbateur. Les investigateurs, du coup, ils sont plus à se poser la question comment j'investigue, mais plutôt à passer leur énergie à investiguer vraiment. Et ça, c'est vraiment la clé de mettre en place une démarche standardisé d'investigation. Toutes mes investigations, je les commence avec un schéma de comparaison des situations. J'en sors une cause primaire. Derrière cette cause primaire, je vais appliquer un cinquième avec un brainstorming d'hypothèses. Derrière, une fois que j'ai les hypothèses retenues, je vais les creuser un niveau plus loin avec encore un brainstorming d'hypothèses, etc., etc. Quels que soient les outils à un moment donné, mais on dit voilà, c'est première étape, c'est ça, deuxième étape, c'est ça, troisième étape, c'est ça. Et c'est pas, quand je commence mon investigation, je peux bien faire autant un cinquième qu'un 5 pourquoi, que... Non, là, moi, ce que je propose, c'est vraiment d'avoir une démarche standardisée. Je suis investigateur, j'ai une nouvelle déviation, voilà ce que je dois faire, je le sais, et donc je passe mon énergie à le faire plutôt qu'à réfléchir à ce que je dois faire. Et ça permet justement de rentrer dans le sujet plus vite. Et si on a une bonne collecte de données à la base, on peut directement commencer par sa méthode et donner sa valeur ajoutée directement là où on en a besoin, quoi. C'est ça, complètement. Complètement. Non, et du coup, après, bon, voilà, on peut rentrer dans les détails d'une technique d'investigation, etc. Mais c'est vrai que... J'ai peur qu'Arnaud, à ce moment du podcast, on n'ait pas le temps de rentrer dans... Ouais, voilà. je sais bien. Non, mais après, voilà, c'est vrai que moi, je pourrais en parler des heures de cette technique d'investigation, mais il y a beaucoup de... On fera peut-être un épisode dessus. Méthodes. Comment ? On fera peut-être un épisode dessus. Ok, on fera peut-être un épisode dessus. Mais c'est vrai que voilà, du coup, je dois avouer que la méthode avec le schéma de comparaison des situations, etc., c'est quelque chose qui aujourd'hui, quand on l'apporte à des investigateurs, les sauve. Ouais, je pense qu'on peut dire ça comme ça les sauve en fait, parce que c'est beaucoup plus simple après derrière de dérouler l'investigation, quoi. Et donc, une fois qu'on a déterminé ces causes racines, l'étape suivante logique, c'est... Alors, on n'a pas parlé d'un autre point, parce que là, on a parlé des causes racines, mais on n'a pas parlé aussi de toute la gestion de l'impact, etc. Parce qu'une fois qu'on a identifié l'impact, derrière, il faut mettre en place des actions pour éliminer, délimiter, etc. l'impact. Mais après ça, globalement, on n'a peut-être pas besoin de trop rentrer dans le détail, parce que c'est vrai que ça, globalement, sur les sites, c'est quand même plutôt le point sur lequel on met le plus d'efforts. Et c'est pas là où c'est le moins bien fait, on va dire. Non, après, quand t'as les causes racines, c'est les CAPA, quoi. Alors, tu peux en mettre aussi sur des causes primaires, hein, des CAPA, attention, mais le point, c'est CAPA pertinente, quoi. C'est quoi la différence entre une cause primaire et une cause racine ? Bah, la cause primaire, c'est là où tu vas t'arrêter quand tu es sur une déviation mineure. C'est la cause... alors, c'est pas la cause évidente, hein, attention, mais c'est la cause qui va ressortir quand tu vas faire un schéma de comparaison des situations. Donc, c'est un peu la cause de premier niveau, on va dire. Et la cause racine, c'est quand tu vas aller beaucoup plus loin dans ton investigation, où tu vas enchaîner plusieurs outils les uns après les autres. Et là, tu seras sur la cause racine. Pour rapidement quand même, parce que je pense qu'on a 5 minutes, on peut expliquer ce que c'est le schéma de comparaison des situations ? Le schéma de comparaison des situations, c'est un outil assez simple. Ça part du principe qu'en fait, 80% des déviations se produisent parce qu'il y a quelque chose qui s'est pas passé comme ça aurait dû se passer à un moment donné. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller repartir sur le terrain et discuter avec les opérateurs qui ont détecté la déviation et leur demander de nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. Mais vraiment, et remonter, alors ça dépend des déviations, plus ou moins loin, mais on va décrire qu'est-ce qui s'est passé, et puis après, on va leur demander qu'est-ce qui aurait dû se passer.
Et donc, eux, le terrain va nous expliquer ce qui aurait dû se passer, donc ce qu'ils ont en tête de comment les choses devraient se passer. Donc, on va pouvoir décrire ça. Et puis, nous, après, on va retourner au bureau et regarder un peu la documentation, ce qu'elle dit et ce qu'elle nous explique, qu'est-ce qui aurait dû se passer selon la documentation. Et quand on a ces 3 éléments, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui aurait dû se passer selon le terrain? Et qu'est-ce qui aurait dû se passer selon la documentation? Eh ben, on va pouvoir faire ressortir les différences. Donc, on va comparer ces différentes situations et on va faire sortir les différences. Et ces différences-là, en règle générale, c'est là où on a les causes primaires. Et c'est frappant, hein. Quand on fait ça, boum, tout de suite, il y en a une qui s'allume. Ça ressort. Ouais, ça ressort direct. C'est pas évident au début à prendre en main comme outil, mais quand on sait bien le manipuler, c'est extrêmement efficace, quoi. Très bien. Et donc, comme on disait, ensuite, une fois qu'on a établi ou nos causes primaires pour les déviations mineures ou racines pour les déviations majeures et critiques, l'étape suivante logique, c'est donc les CAPA. Ben, les CAPA pertinentes, s'il vous plaît, mais j'en ai marre de voir des CAPA sensibilisation. On va rajouter un contrôle, on va modifier le dossier de l'eau, on va modifier la doc. Ça sert à rien, ça marche pas, vraiment. S'il y a un message à retenir de ce podcast aujourd'hui, ces CAPA-là, ça ne marche pas. Le problème, il revient quand même. Une CAPA pertinente, c'est une CAPA qui va aller s'attaquer déjà à la cause, racine. Et alors, comme j'aimerais bien un jour que quelqu'un vienne me montrer une déviation où la cause racine, c'est que le gars, il n'était pas sensible à ce qu'il était en train de faire. Non, mais voilà. Et du coup, donc après, on pourrait faire tout un podcast sur c'est quoi une CAPA pertinente aussi. Hein. Mais Je pense qu'on fera on en fera aussi. Ouais, il y a des outils, il y a des approches pour définir des CAPA pertinentes. Il y en a de nombreux, des questions à se poser, des questions des outils comme le 10-10-5 qui permet de se projeter quand on définit une action à qu'est-ce qui se passe dans 10 semaines, dans 10 mois, dans 5 ans, qui permet déjà de s'auto-évaluer sur la pertinence de sa CAPA et on peut vraiment facilement se rendre compte que ça va pas être efficace ou que ça va être efficace, quoi. Petit exercice d'ailleurs pratique pour ceux qui nous écoutent. Vous prenez les 5 dernières CAPA qui ont été ouvertes dans votre système et puis vous appliquez ce petit outil dessus pour voir où vous en êtes, pour savoir un petit peu... Comment sera la situation liée à ma déviation dans 10 semaines, 10 mois, 5 ans avec la CAPA que je mets en place. Exactement. Et je suis sûr que c'est bien possible que ça dépasse pas 10 semaines. Ça se reproduit dans 10 semaines. En tout cas, si c'est une resensibilisation ou une modification de la procédure. Ouais, c'est clair. Non, et donc ouais, les CAPA, c'est la clé de voûte aussi, hein, du coup, si on veut réduire les déviations. Mais pas que. Je sais pas combien de temps il nous reste de temps, mais j'aimerais partager un point clé aussi quand même. C'est que globalement, parce que les CAPA, en fait, en 30 jours, et c'est ces fameux 30 jours, moi, ces 30 jours, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais quand on prend les déviations, les problèmes les uns après les autres, en se disant j'ai 30 jours pour investiguer, etc., machin, ce qui se passe, c'est globalement, et même avec une bonne technique, hein, tu vas peut-être passer moins de temps à investiguer tes mineurs, mais globalement, c'est très difficile de prendre du recul sur tes problèmes du quotidien et de passer du temps à traiter les problèmes de fond qui ressortent assez régulièrement dans tes déviations. C'est très difficile. Et en fait, le truc le plus efficace, c'est... oui, il faut faire ces investigations, tu vas sortir des actions. Globalement, avec une bonne technique, tu vas sortir des actions beaucoup plus pertinentes. Mais tu peux pas te passer de ton analyse de récurrence au moins tous les 6 mois. Non, enfin même, non, je dirais tous les 6 mois, parce que si tu l'as fait trop fréquemment, tu ressortiras rien. Donc au moins tous les 6 mois, c'est-à-dire, faut pas la faire tous les mois, faut la faire tous les 6 mois ou tous les 1 an. Et moi, j'aurais tendance à dire plutôt tous les 1 an. Mais, et de les faire en rentrant dans le détail.
s'il vous plaît, ne mettez pas des cinquièmes, les méthodes, les déviations de méthode, les déviations de main-d'œuvre. On peut rien retirer de ça. Non, il faut faire une analyse de récurrence. Ça prend du temps, c'est sûr, mais c'est vraiment important. On va regarder déviation par déviation. On va se reposer les causes. On va regarder les causes et on va ressortir de ça des groupes de causes et donc des groupes de déviation et donc un Pareto des déviations. Et quand on a ça, on a 3 problèmes qui peuvent être intégrés dans notre plan stratégie qualité de l'année d'après avec une vraie démarche de projet derrière pour régler ces problèmes durablement. Vraiment, c'est très important. Et ça, malheureusement, il y a quasiment aucun site qui le fait. C'est fou, hein, mais il y a aucun site qui le fait, ou en tout cas, on le fait parce que ça fait bien de le faire pour les indicateurs, et du coup, on a des analyses cinquième de récurrence. Super. On en retire rien du tout de concret. Hein, mais... ouais, non, mais voilà, et on n'en retire rien de concret. Le pauvre Paul, la tête dans le guidon, ne prend pas le temps de faire ça. Ouais, la PQR, le pauvre Paul, lui, c'est une épine de plus dans son pied. Là, il en est loin, là. Ouais. En conclusion, j'aimerais qu'on évoque quand même, voilà, pour tous ceux qui pensent que les déviations sont le problème de la qualité. Moi, je suis pas d'accord. C'est un problème global de tout le laboratoire. Parce que du coup, ça va impacter la libération, ça va impacter les lots qui vont aller sur le marché, donc les lots qui vont être vendus, et donc le but du laboratoire, c'est de pouvoir produire des médicaments jusqu'aux patients. Et donc, si les déviations impactent les lots, ça veut dire que déjà il y a eu des déviations, que ces déviations, grâce au CAPA qu'on va pouvoir mettre en place plus tard, on va les réduire, donc il y en aura de moins en moins. Et le but, c'est aussi d'aider le qualiticien à investiguer sa déviation. Donc c'est un problème de la production, de la qualité, de la supply, de la maintenance. Tout le monde doit être impliqué autour de ce problème qui est central dans l'industrie pharmaceutique. Je pense que non, mais alors, moi je suis tout à fait d'accord. La déviation, c'est le problème de tout le monde, comme tu le dis. En fait, faut juste avoir conscience, et ça, c'est peut-être plus un message pour un directeur de site. Quand on a des déviations, si on prend la notion de déviation, il y a les risques qualité, il y a les coûts de perte, etc. Mais toute la charge que ça représente aussi, mine de rien, les échanges, les machins, etc. Tout ça, c'est de la charge de tout le monde que ça prend. Et puis, l'autre point, c'est que les déviations, tu sais, c'est comme si tu avais un mur qui commence à moisir. Si tu le traites pas, bah, au bout d'un moment, il y a tout qui s'effondre, quoi. Et quand tu vois des déviations qui reviennent, c'est parce qu'à un moment donné... qui se dérègle. Voilà, c'est ça. C'est à un moment donné, c'est ton processus qui se dérègle. Et ça, du coup... Et toujours pour les directeurs de site, etc., c'est les déviations, je pense que c'est la source numéro 1 de tension entre les équipes sur un site pharmaceutique, hein. Ou pas loin en tout cas, hein. C'est dans le top 3 des sources de tension entre les équipes, quoi. Et un levier extrêmement efficace pour améliorer le TRS aussi. Et un levier efficace pour améliorer le TRS. Non, mais c'est vrai, pour améliorer la performance, ça c'est clair. C'est clair. Voilà, ça a été extrêmement rapide encore une fois. J'ai pas du tout vu le temps passer personnellement. Et moi non plus. On fera certainement d'autres épisodes sur un des sujets similaires où on ira plus au fond des choses sur certaines parties. Donc j'aimerais passer aussi un petit message à nos auditeurs qui nous ont encouragés récemment sur LinkedIn. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Ouais, on apprécie vos messages d'encouragement, comme quoi ça vous sert, comme quoi vous apprenez des choses, etc. Ça fait vraiment super plaisir. Donc merci beaucoup à tous de nous supporter et de nous écouter, c'est génial. Et donc Arnaud, où est-ce qu'on peut nous retrouver ? Alors, comme d'habitude, pour le podcast sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, etc. La chaîne YouTube, quelques vidéos en préparation, principalement LinkedIn aussi. Et puis, en complément de ce qu'a dit Paul-Adrien, on est toujours à la recherche de personnes qui ont envie de témoigner, de partager leur expérience sur des sujets dans l'industrie pharmaceutique. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie, vraiment n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera pour discuter.
Même juste de votre expérience personnelle, de ce que vous vivez. Voilà, quelle que soit l'expérience. Si vous êtes Paul, que c'est la galère, on sera ravis d'essayer de vous écouter, etc. Voilà. C'est ça, on n'a pas forcément besoin, je sais pas si c'est le bon terme, mais d'avoir des partages de méthodes ou de machin. Non, l'idée c'est de partager des expériences, et si vous avez une expérience à partager, c'est avec grand plaisir, quoi. Voilà. Merci beaucoup à tous et à bientôt pour un prochain épisode. Merci à toi, Paul Adrien. Merci à toi, Arnaud. Allez, ciao. Salut.